Merci d'être avec nous. Beaucoup de sujets à vous soumettre et à soumettre à nos invités pour cette deuxième heure de Midi News. Nous parlerons du procès du meurtrier présumé de policier Éric Masson avec un suspect qui a reconnu pour la première fois, très important, avoir été l'auteur du tir. Basculement dans ce procès, on y reviendra dans quelques instants. Et puis plus largement, l'insécurité, la délinquance, l'hyperviolence. Alain Bauer dénonce un État qui s'est effondré sur lui-même, qui a reculé, qui a abdiqué tout simplement. Propos forts, mais qu'il développe depuis longtemps. On y reviendra aussi après le journal. On accueille avec plaisir Denis Jacob. Bonjour. Bonjour Sonia Mabrouk. Vous êtes secrétaire général d'Alternative Police. Beaucoup de choses à voir avec vous, Denis Jacob, et nos invités. Et tout d'abord, on tient vraiment à démarrer parce qu'on suit ce procès. Il y a cette photo que l'on montre souvent d'Éric Masson, policier, père de famille, collègue, ami, etc. Mort, j'allais dire, sur le terrain, mais abattu. Abattu, je reprends même l'expression des policiers, de vous-même, et Linda Kebab qui était venue aussi, avait dit abattu. Comme un chien, avait-elle dit. C'est la première fois, et c'est un basculement dans le procès, que le meurtrier présumé reconnaît, alors qu'il avait toujours nié qu'il était même sur place, il reconnaît être l'auteur du tir. Il ne dit rien de la qualité et du statut du policier. Je vous propose d'écouter sur ce point Alain Bauer et vous réagissez juste après. Il faut saluer le vrai travail de sa défense, vraiment. Ouais, son avocat. La défense, ses avocats. La défense a fait le travail pour que la vérité sorte. Après, on a maintenant une deuxième phase qui est « je ne savais pas que c'était un policier ». Ça ne justifie rien, mais on est dans un processus où le procès, justement, la justice, quand elle fonctionne, elle donne des résultats, elle permet que la vérité sorte alors que l'instruction ne l'a pas permis. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, je discutais l'autre jour avec notre collègue Béatrice Brugère, qui sort un excellent livre aujourd'hui, je crois, sur cette question. Elle n'est pas laxiste, elle est juste lente. On n'a jamais mis autant de gens en prison, jamais aussi jeunes, jamais pour des peines aussi graves, jamais aussi tard. Et je rappelle que ce policier, Éric Masson, intervenait sur un point, oserais-je dire un simple point de deal, parce que je veux montrer quand même que ce sont des actions quotidiennes pour les policiers que vous êtes, qu'il a perdu la vie dans ce contexte-là. Comment vous avez réagi hier quand vous avez appris que ce suspect a reconnu au moins être l'auteur du tir ? Alors j'ai eu un soulagement pour la famille d'Éric, bien évidemment avant tout, parce que c'est à sa famille que j'ai pensé, parce qu'il n'y a rien de pire pour une famille que d'être dans l'expectative de savoir si oui ou non on a bien affaire aux responsables du meurtre de notre collègue Éric Masson. Donc effectivement, l'aveu, et M. Bauer le disait très justement, par l'intermédiaire d'un travail qui a été fait par son avocat, permet à la famille de savoir réellement ce qui s'est passé et par qui a été tué Éric. Donc ça, c'était important. Après, il ne faut pas être dupe. C'est une nouvelle ligne de défense qui est prise très certainement par l'avocat de la défense, par Maître Berton, parce qu'entre tuer, excusez-moi, je vais être un peu dur, mais une simple personne lambda, c'est 30 ans de réclusion criminelle. Tuer un policier, c'est une réclusion criminelle à perpétuité assortie par la cour d'assises, si elle le souhaite, d'une peine incompressible de 22 ans. Donc de toute façon, c'est clair qu'aujourd'hui, ça va être de dire, alors oui, je l'ai tué, mais je ne savais pas que c'était un policier. Sauf qu'on a quand même plusieurs témoignages qui démontrent que nos collègues avaient bien leur brassard police, au moins à la main. Vos collègues l'ont dit, et sur comment on appelle ça, l'ordonnancement de l'enquête ou l'ordonnance de l'enquête ou d'accusation, il est écrit qu'ils ont retrouvé, pardonnez-moi de ce détail, à côté du corps. Oui, son brassard. Oui, tout à fait. Oui. Donc les faits sont là, ils sont avérés, ils sont confirmés alors par les constatations de l'enquête, mais aussi par les témoignages. Et donc, oui, aujourd'hui, l'objectif de cet individu, il sait qu'il ira en prison, mais le but, c'est de pouvoir sortir. Une 30 ans de réclusion criminelle, c'est assorti de 18 ans. Donc, il peut espérer sortir au bout de 18 ans si c'est une... Il serait, entendons-nous bien, pour la profession que vous incarnez, pour la mission que vous portez, dévastateur. Oui, ça a été un terrible choc, cette affaire. C'est inacceptable. Il faut que ce soit de la réclusion criminelle à perpétuité avec un assortissement de 22 ans. Se joue, et je rappelle qu'un autre policier a été blessé et que cet autre policier, et là, je trouve que c'est un élément essentiel. On va s'y arrêter, Denis Jacob, affirme que quand les policiers sont arrivés sur place, ils ont prévenu, si je puis dire, de leur statut, de l'opération. Enfin, ils se sont présentés comme étant policiers. C'est-à-dire que dans ce procès, on a
oserais-je dire, parole contre la parole. Donc on a la parole d'un suspect, d'un meurtrier présumé, mais au casier long comme le bras, et puis on a un policier en face. Est-ce que vous acceptez, vous, en tant que policier, que ce soit parole contre parole? Ça, malheureusement, ça fait partie de la loi. Enfin, c'était pas le cas avant, de la justice. Mais vous le savez, je l'ai dit sur votre plateau la semaine dernière, si je me souviens bien. Aujourd'hui, c'est quelque part un peu l'inversion de la charge. C'est-à-dire que quand c'est un mis en cause, on le croit sur parole. Quand c'est un policier qui le dit, on met systématiquement en doute sa parole, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Quand un policier affirmait les choses, il n'y avait pas le moindre doute, ou le moindre questionnement à avoir sur la bonne foi du policier. Aujourd'hui, quand un policier est mis en cause dans une affaire, il doit systématiquement apporter la preuve de sa bonne foi. C'est quand même grave dans ce pays où l'autorité de l'État est remise en cause, et ça, on en reparlera certainement tout à l'heure par rapport à la délinquance, mais c'est la problématique du respect aujourd'hui que l'on a vis-à-vis, notamment des forces de sécurité, mais pas que. Il y a les enseignants, il y a le corps médical et tout ça qui représente la France, l'image de l'État, et qui aujourd'hui sont complètement désavoués dès qu'il y a une chose qui se passe pas bien, où on met en cause la probité d'un fonctionnaire de police, d'un gendarme ou d'un policier municipal, je dirais, peu importe la fonction qu'il a, mais c'est la remise systématique en cause de cette autorité de l'État que nous représentons. Et ça, les collègues ne l'acceptent pas. Un point simplement, rappeler que malheureusement, sur ces points de deal, il faut contextualiser, souvent, parfois ce sont les mêmes policiers, ou en tous les cas, il peut être reconnu, c'est-à-dire que c'est difficile de dire que le policier n'a pas été reconnu dans son statut de policier. C'est d'autant plus difficile qu'aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, on est obligé de changer notamment de véhicules banalisés parce que nos véhicules sont clairement identifiés. Même quand ils sont banalisés, on sait, enfin ces individus savent quand ils voient le véhicule que c'est la police. Donc oui, effectivement, sur un commissariat, une circonscription comme Avignon, où ce sont toujours les mêmes policiers qui sont sur le terrain, ils sont connus et reconnus des délinquants auxquels on a affaire quotidiennement, parce que c'est pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours qu'on les croise. Donc ils savent qui on est, qu'on soit en civil ou en tenue. À un moment donné, nous, on sait les reconnaître, mais eux, ils savent aussi nous reconnaître. Ça, c'est un élément important. Donc, c'est quand même bien de le préciser. Vraiment un choc, une déflagration auprès des policiers. C'était il y a combien? C'était il y a déjà 3 ans? 3 ans, oui. 3 ans. Moi, je me souviens, nos interviews et nos débats. Véritablement, j'avais l'impression de revivre le choc après Magnanville. Vous savez, Sonia Mabrouk... Non, presque, parce que Magnanville, je le rappelle, c'était un attentat terroriste et c'était à l'intérieur du domicile des époux. Voilà. Vous savez, je suis dans ma 36e année de police. Donc j'arrive sur la sortie. Éric Masson, Magnanville, et remontons plus loin, 2001. Nos deux collègues motards qui avaient été tués dans le Val-de-Marne, où on avait d'ailleurs fait la première très grande manifestation de policiers à l'époque, puisqu'on était descendu à près de 30 000 dans la rue. Aujourd'hui, on est en 2023, puis on se rend compte que le temps passe et qu'à chaque fois, on a un drame comme celui-là. À chaque fois, bien évidemment, il y a l'émotion. Nous manifestons notre mécontentement au regard de la perte d'autorité et du respect. On va en parler. Il y avait eu une manifestation, je me souviens, juste après. Pour Éric Masson, et vous vous souvenez que certains vous ont qualifié de factieux? Oui, je me souviens très bien, parce qu'on était devant l'Assemblée nationale, tous syndicats confondus. Alors après, on n'adhérait pas tous aux slogans qui ont été tenus par les uns ou par les autres. Le problème de la police et la justice. En tous les cas, moi, je me suis mis en retrait de cette déclaration, parce que le problème est beaucoup plus complexe que de dire le problème de la police, c'est la justice. On va en parler, justement. Mais oui, à chaque fois, on se mobilise, mais malheureusement, derrière, il faut légiférer. Alors, on va dire encore des lois, toujours des lois, mais il faut adapter la loi à la réalité de ce que l'on vit. Et ensuite, il faut l'appliquer. Alors, sur le constat, je ne peux que rejoindre Alain Bauer, mais par contre, je suis plutôt de l'avis de Judith pour l'avoir vécu en direct. L'idéologie. Aujourd'hui, on est confronté à quoi? On est confronté à une police qui change au gré des alternances politiques. Un coup, il faut faire du tout préventif. Un coup, il faut faire du tout répressif. Le tout préventif, c'était la police de proximité sous Jospin. Le tout répressif, c'était sous Nicolas Sarkozy. Moi, je me souviens, je le dis à chaque fois que je peux, moi, j'ai connu les commissariats de quartier. Des commissariats dans la cité.
Il y a eu une volonté politique de les fermer. C'était sous Jacques Chirac. Donc on les a fermés, on a retiré la police des quartiers, on l'a laissé quand même livrer à certains trafics. Il y a des services publics qui se sont retirés. Et quand il n'y a plus l'État dans certains quartiers, eh bien, c'est la voyoucratie qui s'installe et qui font vivre certaines familles avec une économie souterraine. Ça, c'est pas du dogmatisme que je fais. C'est la réalité, c'est le constat. Que vous avez vécu. On parle de l'autorité. Il y a deux piliers, c'est police et justice. Je voudrais m'arrêter. Je crois que c'est vous qui l'avez cité, Béatrice Brugère, juge, qui a vraiment une expérience expérience à la fois de terrain et une approche qu'on dit nuancée, parce qu'elle écoute, elle comprend, elle essaye, et elle a publié un véritable pavé dans la mare. Dans son nouveau livre, Denis Jacob, j'allais dire à charge, à paraître demain, elle tire à boulet rouge sur l'état de la justice en France, qu'elle connaît parfaitement, manque de places de prison, et les conséquences sur les peines, un état des lieux sans concession, et comme ça vient de l'intérieur d'une magistrate, d'une juge, évidemment. Alors là, c'est ce qu'on dit souvent avec des faits, des chiffres, mais quand c'est dit par quelqu'un de l'intérieur, eh bien ça prend une autre dimension, comme nous l'explique Maxime Leguet, on en parle juste après. Des cellules de prison comme celle-ci, il en manque plusieurs milliers en France. Depuis 2000, le nombre de places de prison a augmenté de 19,5%, un chiffre insuffisant pour faire face à l'augmentation de 30% d'entrées en détention sur la même période. Pour Pierre-Marie Sève, ce sous-équipement carcéral est la conséquence de choix délibérés réalisés par le législateur. Et pour des raisons économiques, premièrement, je pense, ça coûte moins cher de ne pas construire de places de prison plutôt que d'en construire, naturellement. Pour aussi des questions idéologiques. Il y a il y a beaucoup de courants dans la pensée judiciaire qui pensent que la prison est mauvaise, que la prison ne dissuade pas. Pour combler ce hiatus, la magistrate Béatrice Brugère dénonce alors une justice et une politique pénale qui reposent en partie sur les aménagements des peines. Selon l'Institut pour la justice, 41% des condamnés fermes n'effectuent pas leur peine en prison. Généralement courte, leur condamnation est aménagée d'emblée. Les juges sont fortement encouragés à prononcer cette peine de prison ferme s'ils le veulent, mais ensuite à prononcer un aménagement de peine ab initio, on appelle ça, puisque c'est dès le début. Cette peine ne débute jamais en prison. Par ailleurs, un condamné ferme n'effectue en moyenne que 62% de la durée de sa peine en prison. Le reste du temps, il exécute sa condamnation à domicile sous bracelet électronique, une situation qui peut concerner les récidivistes. Bien, j'imagine que pour vous, n'apprenez pas grand-chose, ce n'est pas une surprise, c'est une confirmation. Oui, complètement. Je connais un petit peu Béatrice Brugère pour avoir déjà échangé avec elle et on est souvent d'accord, malheureusement. Vous savez, je suis pas pour le corporatisme à outrance, défendre toujours l'indéfendable. Bien sûr qu'on défend toujours notre paroisse, si je peux parler ainsi. Les policiers défendent la police, la justice défend la justice. Mais quand ça vient effectivement de l'intérieur, c'est d'autant plus parlant parce qu'on dit oui, les policiers ils tirent toujours à boulet rouge sur la justice, donc ils sont pas objectifs. Là, c'est une magistrate qui fait un constat amer, comme nous on peut le faire sur l'état aussi de la police, l'état des commissariats, l'accueil du public. Il faut être ouvert et il faut être transparent dans la situation à laquelle on est confronté. Et là, Béatrice Brugère amène des arguments qui confortent ce qu'on dit depuis des années. C'est bien beau de demander à la police de lutter contre la délinquance et la criminalité si derrière on n'a pas une réponse pénale à la hauteur. Et d'ailleurs, Alain Bauer le disait aussi très justement Denis, c'est dans votre interview. Parce que parfois, et là, il faut dire aussi, c'est pas une question d'idéologie de certains magistrats. C'est le cas parfois, souvent, je ne sais pas, je voudrais pas colorier mon constat, mais en tous les cas, il y a aussi un manque réel patent qui explique malheureusement, et c'est très grave dans notre pays, des peines non exécutées. On a une obligation de service public. On est là pour répondre à nos concitoyens.